Un leader a la capacité de guider, d'inspirer, d'influencer. Il est un motivateur, il est plein d'ambition. C'est quelqu'un qui a une vision, c'est un modèle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouveau programme Leadership. Cette émission-là qui vous présente ces hommes et femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde de l'emploi à travers une carrière professionnelle impressionnante, mais surtout qui se veulent être des modèles pour quiconque aspirerait à un plan de carrière atypique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme aux multiples casquettes, dont celle de chef d'entreprise et de coach en développement personnel. Parmi les meilleurs dans son secteur d'activité, il est parti de peu de choses pour se forger son empire. En quête d'innovation, il a toujours su saisir les opportunités qui s'offraient à lui pour diversifier et différencier son domaine des autres. Même quand tout n'était pas rose, il a gardé la tête haute. Homme de partage, il est aujourd'hui le reflet de ce pourquoi il s'est tant battu. Je vous présente Monsieur Cheteux Théodore, manager de Digitel Technologies. Bonjour Monsieur Cheteux. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Leadership. Le plaisir est partagé. Alors, nous allons aborder en quelques points, voilà, votre parcours. Après l'obtention de votre bac en télécommunication audiovisuelle en 1996, en 2002, vous entrez en première année informatique, option analyse et programmation à l'Institut supérieur des technologies appliquées, ISTA, à Bamako, au Mali, où vous ressortez 3 ans plus tard avec un DUT en informatique option analyse et un brevet de technicien en comptabilité et finance. Votre parcours professionnel, vous le débutez en 1997 où vous travaillez à TV+ Cameroun en tant que chef laboratoire, chef de centre d'émission télévision et directeur technique pendant 3 ans. Puis en 2001, vous occupez le poste de directeur technique à la société multicanal de Bamako au Mali. De 2006 à 2007, vous êtes directeur général à Global Print à Bamako et depuis 2008, vous êtes promoteur de Digitel Salle au Cameroun. Votre parcours n'est pas, il ne s'arrête pas là, voilà. À ce parcours, on a de nombreux stages que vous avez effectués entre 2005 et 2015, notamment la formation T-Walt à Bamako, l'installation MMM-DS en 3 options, télévision, multicanal et multivision au Cameroun, création de sites web, formation chez PFF à Paris, une autre à Deltanet au Sénégal, des formations à Rennes, en France, en Espagne. Il y en a tellement car la liste est bien exhaustive. Puis, de 2010 à 2012, vous faites une certification Cisco et Alcatel. Et en 2016, vous faites une formation en développement personnel au cabinet Peaceful Consulting et ressortez, voilà, personne ressource et assistant coach. Tout à fait. Vous avez un palmarès super bien fourni. La liste n'est pas exhaustive. Hein. On pourrait continuer, on passerait toute la soirée à... Essayer à mettre juste l'essentiel. D'accord. Alors, monsieur, dites-nous, aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs dans votre secteur d'activité et déjà, vous êtes promoteur de Digitel. C'est quoi Digitel? Disons que Digitel est né d'une idée où je m'étais rendu compte que je déployais beaucoup de savoir-faire pour des entreprises. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre ce savoir-faire à ma disposition? Donc l'idée m'est venue comme ça, j'étais en Espagne et l'idée de Digitel a mûri en Espagne. Je m'étais aussi rendu compte que l'Afrique était un peu en retard par rapport aux nouvelles technologies, qu'il y avait beaucoup à faire. Et c'est comme ça que je décide spontanément de rentrer de l'Espagne où j'étais et que je faisais presque rien. Donc l'idée est partie de là, je suis revenu de l'Espagne, nous sommes en 2008, où je crée Digitel et je commence par des petites prestations. Voilà, mais j'avais toujours dans ma tête le développement des nouvelles technologies de la communication. Donc c'est de là où l'idée a germé. Mais avant cela, j'avais déjà en moi l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu ça. Mais à la base, est-ce ce à quoi vous aspiriez tout petit? Non, pas du tout. Pas du tout.
Ça va vous surprendre, mais tout petit, j'avais toujours rêvé faire le droit. Et je m'étais même d'ailleurs inscrit, à l'époque, il y avait après le BEPC ce qu'on appelait la capacité en droit. Voilà, je crois que j'étais à l'époque à Tchang, et l'université de Tchang avait lancé donc la capacité en droit niveau BEPC. Donc après le BEPC, tu pouvais. Donc j'avais fait le concours, j'ai même réussi. Mais c'est un cousin qui vient dans la famille, il se rend compte que je me suis inscrit en capacité en droit. Lui, avec une licence en droit dans la poche et plus 10 ans de chômage, il m'a complètement découragé. Je dis non, moi voilà, j'ai une licence, ça fait 10 ans que je ne trouve pas le travail. Il faut arrêter ça tout de suite parce que je préfère que tu fasses une filière professionnelle. Et à l'époque, on vient de créer le lycée technique de Bafoussam. C'était financé par les Canadiens. Ils me proposent donc l'audiovisuel qu'on venait de créer, ça s'appelait à l'époque. C'est en fait de la télécommunication audiovisuelle. Donc c'est comme ça que j'abandonne la capacité en droit. Je me retrouve à l'enseignement technique où j'engage justement une formation qui aboutit par un brevet de technicien à l'époque. C'était l'équivalent du bac aujourd'hui. Et voilà un peu ce qui me pousse à me lancer dans une filière professionnelle. Mais au fond, au départ, c'est le droit que j'avais choisi. Et donc, comme ça, votre cousin, aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites merci, voilà, de vous avoir orienté dans ce choix-là, ou bien? Bon, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Je lui ai rappelé, il ne s'en souvenait même pas. Mais j'ai jamais cessé de le remercier parce qu'aujourd'hui, l'audiovisuel a quand même forgé ce que je suis devenu aujourd'hui. J'aurais pu être un expert du droit, qui sait. Mais je préfère cette... puisqu'entre-temps, j'ai eu de la passion pour les télécoms. Et c'est ça qui explique un peu mon parcours. Le fait que je suis toujours dans l'innovation, je suis toujours accroché. Et donc, voilà, maintenant vous avez obtenu un bac en 1996, autant pour moi, et puis vous avez traîné pratiquement, en fait, vous êtes entré directement dans le monde de l'emploi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. À l'époque, il n'y a pas de débouché à l'université pour ceux qui avaient fait l'audiovisuel. Donc, j'ai fait le concours de l'université de Banjul, que j'ai réussi, et je me retrouve à l'université de Banjul en option électronique. Mais à peine les cours commençaient, je me fais repérer par TV+, qui à l'époque avait lancé de grands projets dans l'audiovisuel. Et ils étaient à la recherche des meilleurs de l'année précédente au lycée technique de Bafoussam. C'est comme ça qu'en me cherchant, ils me localisent à l'université de Banjul. Donc il me fait partie de l'université de Banjul, j'abandonne les cours. Et je me jette dans le monde professionnel. Mais je le fais aussi parce qu'à l'époque, l'université de Douala a aussi ouvert la filière en cours du soir. Donc j'avais aussi pour ambition de travailler en journée et poursuivre les études en cours du soir. Donc c'est pour ça que je suis parti aisément de l'université de Banjul. Et finalement, une fois à Douala, je n'ai même pas pu faire les cours du soir tellement le boulot était très intense. Et c'est toujours à travers TV+, que je me retrouve au Mali. Oui, parce que je me retrouve au Mali parce que à TV+, je fais tellement de merveilles, de réalisations. Pour votre ménage. Bien sûr. Au point où le patron avait l'habitude de me vanter à ses confrères de l'Afrique de l'Ouest. En disant, voilà, j'ai un jeune là qui fait des merveilles chez moi, je n'envoie plus le matériel à l'étranger. Donc c'est dans l'optique d'aller aussi faire mes prestations pour le compte de TV+, que ceux du Mali aussi décident que je vais y rester. C'est comme ça que les deux s'entendent, c'est-à-dire mon patron du Cameroun et son ami du Mali, ils s'accordent à ce que je reste au Mali. Et de temps en temps, je pourrais bien entendu revenir et faire des travaux. C'est comme ça que je reste au Mali et donc j'en profite. Je me rends compte qu'il n'y a pas la filière électronique à l'université et finalement je choisis l'informatique. Wow. Et je m'inscris finalement en informatique cours du soir où je travaille en journée et à 17h, de 17h à 22h je suis à l'école.
Et c'est comme ça que j'ai pu terminer mon... Et là-bas, c'était facile à gérer, puisqu'au Cameroun, déjà, vous n'y parveniez pas, voilà. Est-ce que là-bas, c'était plus facile à gérer? C'était plus facile parce que, contrairement au Cameroun, j'arrive au Mali et on m'attribue quand même des postes de responsabilité. Donc j'arrive à m'organiser, je forme plus la relève. Et c'est ça qui a permis en sorte qu'à partir de 17h, que je me sente libre pour pouvoir aller à l'école. Mais ce n'était pas évident de travailler et fréquenter en même temps. Mais j'ai tenu 3 ans, parce que là-bas le cycle c'était 3 ans. Et j'ai pu finalement soutenir et obtenir finalement mon DUT. D'accord. Aujourd'hui, vous faites partie des meilleurs dans votre domaine d'activité. Comment en êtes-vous arrivé là? Parce que je me souviens dans l'un de nos entretiens où vous avez dit avoir commencé par la vente d'encre, d'imprimantes et tout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir digital aujourd'hui quand on est parti Disons, ce qui a fait d'abord ma force au départ, c'est les multiples séminaires que je faisais. Je faisais beaucoup de séminaires de formation. Je faisais beaucoup de salons à l'étranger. Et à un moment donné, j'avais tellement accumulé de l'expérience. Je me suis dit non, il faut que je rentre au Cameroun. Il y a beaucoup à faire. Donc quand je rentre, je lance dans Digitel. Ce n'est pas du tout facile parce que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de proposer. Mais entre-temps, il faut payer les charges. Il faut payer le local, il faut payer l'électricité, il faut payer les salaires. Et c'est comme ça que je me jette d'abord dans la vente des consommables. Donc j'ai commencé par vendre les encres informatiques, les encres, les imprimantes, des petits consommables, CD et tout. Mais c'était au départ pour maîtriser les charges de fonctionnement. Mais dans la tête, le projet digital était là, c'était en gestation. J'attendais le moment opportun, c'est-à-dire une opportunité, soit un crédit bancaire pour décoller. Et subitement, ça m'a souri. Il y a eu un décret ministériel en 2008, en 2009, il y a eu un décret ministériel qui obligeait l'ensemble des télédistributeurs à passer les installations en numérique, c'est-à-dire à numériser les installations. Donc à l'époque, je suis le seul qui détient le savoir-faire en la matière. Donc ce décret vient à point nommé, j'en profite donc pour proposer des solutions à de multiples opérateurs, donc TV+, même, pour qui j'avais travaillé 6 ans plus tôt. Et du coup, ils adhèrent. Donc j'avais presque le monopole du savoir en ce qui concernait le traitement numérique des signaux, c'est-à-dire la numérisation des installations. Donc c'est comme ça que j'ai beaucoup de commandes. Et je commence tous les jours, je faisais des commandes en Chine. Et peu à peu, j'abandonne la vente des consommables. Donc voilà un peu l'élément déclencheur qui a permis à ce que Digitel prenne réellement un envol. Donc tout est parti d'un décret. Et le décret est venu, ça a poussé les opérateurs à revoir leurs installations, à muter des technologies. Et coup de chance, j'étais le seul. Vous étiez au moment opportun présent. Le temps que les autres concurrents aillent chercher des solutions, moi j'étais déjà en train de proposer, puisque j'y faisais déjà des recherches. Et donc comme ça, vos proches, quand vous, après tout le parcours que vous avez eu de 1996 à 2005 jusqu'en 2008, vos proches ont-ils été d'accord avec vous, avec l'initiative de laisser l'emploi en entreprise et de vous d'être entrepreneur? Est-ce que vous avez eu... Pas du tout. Je vais même vous surprendre. J'ai laissé un salaire pratiquement de 800 000 francs au Mali pour tenter l'aventure en Europe. Bon, en Europe, je pouvais gagner pratiquement 2000 €. Mais impossible d'épargner. Donc quand je lance le projet Digitel, mes propres frères ne sont pas, ils sont pessimistes. Pour eux, au Cameroun, la durée de vie d'une entreprise, c'est en moyenne 5-6 ans. Mais comme j'étais convaincu que je viens plutôt avec des solutions, je ne sais pas de la marchandise. Et même si les gens n'adhéraient pas à mes solutions, j'allais créer le besoin. Donc je crois que c'est cette conviction que j'avais à mon projet qui m'a poussé à tenir. Et moi seul était convaincu de ce que je proposais. Mais au fil du temps, ils ont vu que tiens, Digitel est parti d'une petite boutique à une boutique un peu plus grande.
Digitel a abandonné la vente du matériel, il se retrouve déjà opérateur. Aujourd'hui, on est détenteur d'une licence première catégorie, signée par le ministre des Postes et Télécoms. On a une autorisation provisoire de fonctionnement signée par le ministre de la Communication. On a une attestation de légitimité signée par le Conseil national de communication. On a un contrat avec le satellite. De licence, voilà. On a un contrat avec le satellite. Vous savez que ce n'est pas donné à tout le monde de contracter avec l'Union européenne. Il faut avoir un certain professionnalisme. Donc, et vous en êtes là? Bien sûr. Le parcours est quand même... le parcours est quand même assez touffu. Et ça n'a pas été facile. Beaucoup n'y ont pas cru, mais c'est aujourd'hui que beaucoup me donnent raison. Voilà. J'aurais pu abandonner. Face aux difficultés, j'aurais pu abandonner, mais j'y croyais dur comme fer. Nous rappelons que nous recevons dans le cadre de Leadership M. Chete Théodore, promoteur de Digitel Technologies. Alors, tout au long de votre parcours, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Oui, des difficultés, il y en a eu. Il y en a eu. Par exemple, au début, quand il fallait obtenir les autorisations, c'était quasi impossible. Mais heureusement, je n'attendais pas les autorisations pour démarrer. Je me suis lancé. Je me suis permis de mettre l'État devant le fait accompli. Et ça a poussé l'État plutôt à régulariser ma situation. Parce que vu la lourdeur administrative, si j'attendais les autorisations pour fonctionner, je ne pense pas que je serais fonctionnel. J'ai démarré et une fois que l'État m'a interpellé, je me suis mis en règle. C'était une des premières difficultés. Il y a aussi les difficultés financières. Comme vous le savez, sur tout projet, sans les finances, le projet ne peut pas prendre l'envol aussi facilement. Mais les difficultés financières, je me contentais de tenter de les mettre en attente. Parce que je savais qu'à un moment donné, il y aura une opportunité financière qui va me pousser. Vous avez cru jusqu'au bout, quoi. Tout à fait. La preuve, pendant que j'attendais obtenir un prêt bancaire, il y a eu un décret qui est sorti voilà. Et qui a complètement et vous avantageant complètement. Donc je n'avais au départ pas misé sur un décret. Un décret, oui. Une manière de dire qu'il faut toujours croire au projet parce que les moyens de les accomplir parfois viennent de manière inattendue. Peut-être là où vous n'espériez même pas. Donc j'ai aussi eu les difficultés liées un peu à l'environnement et à la mentalité. Parce que, voilà, tout à fait. Donc, mais je ne me suis pour autant pas découragé. Parce que je suis du genre, face aux difficultés, je force le passage, où j'apprends à retourner les difficultés en solution. Pourquoi pas? À quel moment apparaît le coaching? Voilà, cette autre casquette de vous. À quel moment apparaît le coaching dans votre plan de carrière? Disons le coaching, nous sommes en, je crois, 2016. Et la société traverse beaucoup de difficultés. Et on a un redressement fiscal, on a une trésorerie qui ne rassure pas. Alors j'entends une annonce à la radio qui parle de coaching, comment mieux gérer son entreprise, comment mieux manager son entreprise. Alors cette annonce me captive, voilà. Et j'appelle, je m'inscris. En fait, il s'agissait d'une séance de formation organisée par un cabinet de la place. Donc je m'inscris et je participe au séminaire. Donc à la fin du séminaire, j'ai compris que dans le coaching, je pouvais retrouver toutes les solutions à mes problèmes. Bon, il proposait aussi des formations plus approfondies. Et c'est là où je me suis inscrit. Je me suis inscrit sur une formation approfondie pour mieux maîtriser mon entreprise qui était en difficulté. Donc c'est pendant la formation que le formateur, le coach comme on les appelle souvent, il attire mon attention sur le fait que je pourrais faire un bon coach. Donc il me propose de me former davantage, mais comme coach. Okay.
Bon, puisque je croyais en lui, j'accepte. Je m'inscris donc sur une deuxième formation qui dure, je crois, 8 mois. Et à l'issue de laquelle je me retrouve personne ressource. Parce qu'il y a quand même des étapes pour être coach. Donc je suis personne ressource. Et il me dit, ok, quand tu es personne ressource, après 4 mois en personne ressource, tu peux être assistant coach. Donc j'accepte. Et je commence à l'assister lors des séances de coaching. J'interviens aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai pris goût et j'ai commencé à coacher. Mais de prime abord, quand il vous dit, voilà, vous avez la capacité de devenir également coach personnel, mais qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Parce que vous étiez parti pour une formation juste pour pouvoir remonter, voilà, votre... Mais à la fin, donc, qu'est-ce qui a germé dans votre esprit à l'instant T où il vous dit, vous pouvez devenir coach? Oui, j'ai cru en lui. Pourquoi? Parce que même quand je suivais ma formation pour mon propre compte, j'arrivais à orienter des personnes. J'arrivais à conseiller des personnes. J'arrivais à apporter des éclairages sur un certain nombre de situations. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Les gens revenaient apprécier. Donc quand le coach me dit, tu pourrais devenir un bon coach, j'ai cru parce que je voyais déjà cette transformation que j'arrivais à susciter aux autres. Et aussi, je me suis rendu compte que j'étais devenu un peu comme une référence, quelqu'un qu'on pouvait consulter, quelqu'un qu'on sollicitait régulièrement. Le meilleur de la classe. Oui, et c'est là où le coach me dit, c'est ça les indices d'un leader. Quand tu es sollicité de manière récurrente, ça veut dire que tu as la fibre d'un bon coach. Donc j'ai du coup adhéré parce que je voyais qu'en moi, les gens me sollicitaient régulièrement, même pour des orientations. C'est ça qui m'a poussé à accepter. Donc il n'avait pas tout à fait tort. Voilà. Bon, maintenant, vous avez fait plus qu'il n'en fallait. Vous n'êtes pas seulement coach en développement personnel, vous êtes également coach en orientation, en management et puis coach de couple. Pourquoi toutes ces options-là? Parce que à force, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, d'orienter les gens, et ces gens revenaient vers moi pour me donner des feedbacks qui étaient généralement positifs. Oui, mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est comment je me retrouve coach. Vous auriez pu, oui, comment vous vous retrouvez coach de couple. Justement parce que même les couples venaient me poser des problèmes et j'apportais beaucoup plus des éclairages et des orientations. Sans pourtant les donner des conseils, mais des éclairages, et c'était à eux de faire des choix. Et j'ai donc, avec le même formateur, on est allé chercher des outils qui peuvent aussi aider les gens, les couples, à s'en sortir face aux difficultés. Donc on a trouvé des outils de coaching, de couple. On a commencé à lire profondément, à expérimenter, ça a fonctionné. Et c'est pour ça que vous voyez, coach de couple, ça marche bien. C'est même d'ailleurs la partie que j'aime bien en coaching. Ah d'accord, mais on va étayer un peu la curiosité de nos téléspectateurs. Est-ce que pour vous, ça marche? Forcément. Comme on dit, je ne peux prêcher que par le bon exemple. D'accord. Donc, et je me dis aussi, si des couples viennent vers moi, je me dis qu'ils prennent quand même la peine de se rassurer que chez moi, c'est plus ou moins stable. C'est l'exemple. Ce n'est jamais stable. Au moins que j'arrive à maîtriser. Il n'est pas question dans le coaching de couple de rendre un couple heureux. Il est plutôt question qu'il sache maîtriser la situation. Quand il y a un conflit ou quand il y a quand il y a un malentendu. Donc nous, on apprend plus là de revenir à des meilleurs sentiments. Parce qu'il n'y a aucun couple qui vous dira qui vive une vie en rose toute la vie, non? Et on apprend plus à se maîtriser, on leur apprend plus à maîtriser face au conflit, en redevenant dans les meilleurs sentiments. Est-ce que vous en avez fait, donc, hormis le fait d'être personne assistante et tout, est-ce que vous en avez fait un métier aujourd'hui? Du coaching? Oui. Oui, bien sûr, parce que il fut un moment, le coaching me rapportait en moyenne
300 000 francs par mois. Hein. Pourtant, je ne prenais que 2 heures de mon temps par jour consacré au coaching. Mais j'ai un peu ralenti parce qu'à un moment donné, je devenais très sollicité. Et ayant une passion pour les télécoms, je me suis dit, si j'insiste sur le coaching, je risque de basculer. Donc j'ai mis un temps mort et quand j'ai des sollicitations, je préfère orienter vers les cabinets ou bien vers d'autres coachs. Mais je coach toujours de temps en temps. Mais c'est quelque chose que je vais finir par le faire à plein temps. Oui. D'ailleurs, il y a même une chaîne de télévision dédiée au coaching qui va être lancée bientôt. Elle s'appelle Afrique Coach. Le projet en gestation. C'est une initiative de vous? Oui, de moi et puis de mes formateurs. L'idée vient de moi. Voilà. Il y aura une chaîne de télévision dédiée au coaching. Je pense que d'ici janvier ou février, ce sera opérationnel. Et donc, voilà, super fort en télécom, expert en coaching aujourd'hui. Quel est votre plus gros challenge? À quoi doit-on s'attendre? Hormis, voilà, encore la chaîne de télévision qui naîtra bientôt. À quoi donc? J'ai beaucoup de projets dans les tiroirs. Donc, les projets, vous allez nous les donner, mais là, votre challenge, par exemple, bon, sur les activités qui sont déjà menées, oui. Au niveau de digital, par exemple, avec les autorisations que nous venons d'obtenir, nous comptons être un opérateur satellite, c'est-à-dire qu'on veut mettre sur pied une capacité satellite pour les chaînes de télévision africaines, et en particulier celles du Cameroun. C'est-à-dire nous voulons permettre aux chaînes de télévision camerounaises d'avoir plus de visibilité à l'extérieur, et ceci à moindre coût. Et pour ce faire, on doit être opérateur satellite. Ça, c'est un de nos gros projets qui nous tient à cœur. On veut aussi se lancer dans la fourniture d'accès à Internet. Donc, on s'est rendu compte que la demande n'est pas encore satisfaite. Il y a beaucoup de problèmes dans la fourniture d'accès à Internet. Donc, on va tenter aussi ce segment de marché. Ça, c'est pour ce qui est digital. Sur le plan du coaching, il y a justement ce bébé qui va naître d'ici février, Afrique Coach Télévision. C'est tout proche déjà. Oui, le matériel est déjà là. Wow. On est en train de produire des contenus, en train de produire des enseignements. On veut pouvoir démarrer avec au moins 2 mois de contenu. Je pense qu'à court terme, c'est les challenges qui sont en vue. Mais comme vous voyez notre slogan, la technologie avance, nous aussi. Nous aussi. Ça veut dire que tant que la technologie va progresser, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des projets. Et nous sommes dans cette lancée-là. Maintenant, nous rappelons que nous recevons aujourd'hui Monsieur Cheteux Théodore, promoteur de Digital Technology. Il est dans le cadre de l'émission Leadership et il vous révèle tout sur sa réussite. On va revenir, Monsieur Cheteux. Vous avez commencé en entreprise hier. Aujourd'hui, vous êtes promoteur, on pourrait dire PDG, voilà, de Digital. Quand vous comparez vos époques, celles des entreprises et aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? C'est-à-dire l'époque où j'ai commencé? Oui, l'époque où vous avez commencé tout jeune et où vous étiez très enthousiaste. Et aujourd'hui, voilà, vous, en tant que chef d'entreprise, les réalités auxquelles vous faites face sur le terrain, voilà. J'ai envie de dire que le climat aujourd'hui est plus favorable dans l'entrepreneuriat parce qu'avant, on n'avait pas les outils de communication, notamment les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Tout ça, ce sont des outils qui peuvent donner un coup de pouce à celui qui se lance dans l'entrepreneuriat. Quand je commençais, je ne pense pas que les Facebook et WhatsApp existaient. Aujourd'hui, nous arrivons à communiquer en plein temps dans les réseaux sociaux et on arrive à avoir des abonnés. Instant chez soi. Voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a des nouveaux textes de loi qui encadrent mieux l'entrepreneuriat par rapport à il y a juste 10 ans. Donc, j'ai commencé avec beaucoup de difficultés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces difficultés étaient un peu liées à l'environnement, liées au texte qui n'était pas encore prêt, liées à la technologie qui n'était pas suffisamment avancée, liées aux mentalités qui n'étaient pas très poussées. Mais aujourd'hui, en 2020,
je pense que les Camerounais ont quand même franchi le pas. On arrive à s'arrimer à la nouvelle donne. Et ceci est vraiment un climat idéal pour l'entrepreneuriat. Je suis plutôt content que ce nouvel environnement me trouve encore dans les affaires et je ne peux qu'en profiter. Donc, j'ai envie de dire c'est le moment. Avant, on n'avait pas toutes ces facilités-là. Mais aujourd'hui, celui qui ne se lance pas dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, peut-être parce qu'il n'a pas compris réellement l'environnement, il n'a pas compris les enjeux, il n'a pas compris où va le monde d'aujourd'hui. Je crois que c'est un peu ça. Mais est-ce que vous ne regrettez pas un peu vos années d'employé où notamment vous n'aviez pas besoin de vous soucier je vais dire quoi, des charges et tout, où vous travailliez juste et puis voilà, vous étiez rémunéré pour le travail effectué? Disons que si je dis que je regrette, ce serait un peu égoïste. On est toujours mieux quand on travaille pour soi-même. Non seulement ça vous donne un peu plus de temps. En fait, vous êtes maître de votre propre temps. Mais quand vous êtes salarié, vous dépendez complètement de l'employeur. Du coup, je préfère. Et rien ne m'empêche de redevenir employé. Je peux bien fermer tout ça et déposer mes CV un peu partout. Mais je préfère cette casquette parce que ça me permet de me développer, d'aider les gens et de voir aussi les gens se développer. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un effectif comparé aux années 2008. L'effectif aujourd'hui quand même donne une certaine fierté. Donc, on ne peut en être que fier. Outre le fait également d'employer des Camerounais, d'offrir de l'emploi aux Camerounais, c'est plus que gratifiant pour vous? Non, bien sûr, parce que nous sommes, en termes de sous-traitants, nous avons franchi la centaine de sous-traitants. Donc imaginez que chaque sous-traitant doit avoir au moins 1 ou 2 employés. Vous faites juste le calcul. Donc avant le Covid, nous avions franchi la trentaine d'employés. C'est vrai que le Covid nous a poussé à mettre un bon nombre d'entre eux. Oui, c'est une situation désagréable qui a entraîné des conséquences dans tous les secteurs. Mais on est toujours fiers d'employer aussi. Hein. Ça donne ça fait quand même chaud au cœur de savoir que beaucoup de familles comptent sur vous pour avancer. Et ça reste, c'est tout ce qu'on gagne en réalité dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut vous demander si vous êtes satisfait de tout ce que vous avez eu à réaliser jusqu'à présent? Oui, bien sûr. Bien que c'est pas encore, on est encore à mi-parcours, je suis néanmoins satisfait, malgré que les objectifs ne sont pas atteints à 100%, mais je suis très satisfait. Parce que entre 2008 et 2020, 12 ans sont passés et en 12 ans, on a fait de multiples choses. On a accompli beaucoup de choses. On a Digitel aujourd'hui, on a une agence à Yaoundé, on a une agence à EDEA, on a le siège de Douala qui est là depuis, on a même Digitel au Mali. Oui. Bon, on a Digitel au Mali qui fonctionne très bien. Donc vous êtes passé, vous avez fait l'effort d'ouvrir une structure dans chaque endroit où vous êtes passé. Tout à fait. On a Digitel et vous en sortez, voilà. Oui, puisque avant de se lancer, on fait quand même une sorte d'étude. On essaie de se rassurer qu'il y a le besoin. Et Digitel compte aussi se répandre dans les 10 provinces. Voilà. Présentement, on est en train de vouloir s'installer à Kribi. Après Kribi, ce sera dans la région de l'Ouest. Donc on est au sud-ouest même. On a ouvert Digitel au sud-ouest, ça fonctionne très bien. Vous voyez qu'on a quand même accompli. Si au bout de 10 ans, on se retrouve avec plusieurs agences et un certain nombre de documents qui ne sont pas d'ailleurs faciles à obtenir, c'est vrai. Ça veut dire qu'on a fait du chemin. D'accord. Peut-on dire que vous avez réussi? Oui. Bon, réussir, c'est trop dit. La réussite, vous savez que la réussite dépend des accomplissements que vous voulez. Au regard de tout ce que nous avons accompli, vu sous un angle, ça peut être une réussite. Je peux considérer ça comme une réussite parce que il y en a qui ont commencé avec moi, mais qui ont fermé.
Donc si je dois considérer cette fermeture comme l'échec, je dirais que moi, dans ce cas, j'ai réussi parce que 12 ans après, Digitel fonctionne et il y a des multiples agences. Mais il y a des projets en cours. On ne compte pas s'arrêter là. Et sur le plan pécunier aussi, on va dire que... Est-ce qu'on peut dire que vous gagnez très bien votre vie? Bon, j'arrive à gérer mes besoins et ceux de ma famille. Il faudrait savoir à quel niveau c'est vos besoins déjà. Hein? Bon, j'arrive à gérer au moins les besoins de première nécessité. J'arrive à gérer sans par le fruit du travail. Donc à ce niveau, je ne me plains pas. Et j'ai encore ma tête qui fonctionne. Et tant que mon cerveau tourne, je pense que je ne suis pas sûr de me plaindre. Et en tant que coach, ce serait incompréhensible. Ok, ouais, ça surtout. Je suis censé éclairer ceux qui sont en difficulté, ceux qui ne trouvent pas le chemin. En effet. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je ne peux prêcher que par le bon exemple. Okay. Donc, mais si on faisait un feedback en arrière, voilà, et qu'on vous demandait de changer quelque chose, est-ce que vous le feriez? Bien sûr, bien sûr. Vous savez que tout ce que nous n'avons pas réussi à faire tout au long du parcours, si c'était à refaire, on va certainement modifier des choses pour que ça marche. On a connu des échecs aussi sur un certain nombre de projets. On a des projets qui ont démarré et qui n'ont pas abouti. Mais on en a tiré des leçons pour plus tard. Donc si je devais faire un feedback, je ne pourrais revenir que sur ces projets qui n'ont pas pu fonctionner, réajuster des petites choses et repartir. Donc, si on vous demandait, est-ce que vous pourriez rentrer 20 ans plus tôt, changer de filière et refaire le droit, le feriez-vous? Non, non, je ne pense pas. je ne pense pas que je l'aurais fait. Parce que contre toute attente, je ne suis pas convaincu que le droit m'aurait apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que le droit m'aurait permis d'ouvrir des agences un peu partout. C'est impossible. Donc, dans la foulée, je me suis rendu compte que le domaine des télécommunications, c'est un des rares domaines qui est en perpétuelle mutation. Et à chaque fois qu'il y a mutation, il y a forcément une opportunité d'affaires. Opportunité, d'accord. Or, le droit parfois est statique. Peut-être vous serez ennuyé même. Hein? Peut-être, oui, parce que le droit, c'est le même droit qu'on enseigne. Le droit est presque universel. Or, dans le domaine des télécommunications, ça change. Pendant qu'on est en train de causer, il y a une invention qui date peut-être pas. Et nous, on est obligé d'aller vers cette invention, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Il y a forcément une opportunité d'affaires sur chaque mutation technologique. Et je pense qu'en la matière, les télécommunications sont celles où on peut faire beaucoup de chiffres. C'est le seul domaine. Et aujourd'hui, on fonctionne avec les télécommunications. On ne peut plus fonctionner sans nos téléphones. On ne peut plus fonctionner sans la télévision. On ne peut plus fonctionner sans communiquer à distance. En effet. Donc, quelque part, notre mode de vie est déjà moulé autour des télécommunications. Donc, je préfère m'accrocher là-dessus parce que par rapport au droit, je préfère au passage dire merci à mon cousin qui m'avait... qui vous a orienté. J'espère que lui également, il est très satisfait de son côté. Forcément. Il vient souvent ici, on se voit. Ok. Maintenant, parlez-nous, voilà, vous avez dit que vous avez tellement de projets. Est-ce qu'on pourra en avoir quelques-uns? Bien sûr. On compte diversifier nos activités, c'est-à-dire sortir un peu du domaine des télécoms. Des télécoms. Pour cela, on a un projet dans l'agroalimentaire qui est en cours avec un ami. On compte transformer l'agroalimentaire, que ce soit pour un peu faire face à tous ces produits importés là qui pullulent nos marchés. D'accord. On veut pouvoir se tailler aussi une place dans le marché de produits transformés. Bon, ça c'est pour ce qui est... c'est un autre bébé qui va prendre forme. Mais dans les télécoms même,
on a plus de projets dans les télécoms. Oui, c'est forcément votre domaine de prédilection aujourd'hui. Moi, être opérateur. Vous ne dormez pas du tout. Il y a beaucoup à faire dans les télécoms, il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est un domaine très très vaste. On ne pourra jamais finir de combler les opportunités dans ce domaine. Mais on veut absolument diversifier un peu. C'est très important. Donc. Nous recevons sur ce plateau M. Chété Théodore, PDG de Digital Technologies. Notre émission tire à sa fin. Mais avant, on va poser cette question qui est la nôtre des phares. M. Chété, aujourd'hui, de nombreux jeunes sont peu enthousiastes quant à leur avenir. Voilà. Et donc, quel est le conseil que vous pouvez leur donner, notamment à ces jeunes-là ou encore à leurs parents qui veulent réaliser à travers leurs enfants leur plan de carrière à eux? Disons, le conseil que je peux leur donner, c'est que déjà le Cameroun, en Afrique et en particulier au Cameroun, tout est à refaire. Que ce soit dans le domaine des télécoms, dans le domaine de la... Quel que soit le domaine, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, ce que je peux leur dire, c'est qu'ils fassent une formation des métiers. Ils oublient un peu la chasse au diplôme, mais ils se spécialisent. Je dirais même faire des certifications. Une fois qu'ils sont spécialisés, ils sont capables d'accomplir un certain nombre de choses. Parce que beaucoup de ces jeunes vont plus à la quête de l'emploi. Pourtant, même dans des petits bricoles, ils peuvent gagner plus que le salaire espéré s'ils étaient allés vers la recherche de l'emploi. Donc je leur dis tout simplement de se former sur des métiers. Par exemple, s'ils ont choisi le droit, qu'ils se spécialisent sur le droit et qu'ils aillent en profondeur dans la compréhension du droit. Ce n'est que par là qu'ils pourront être des bons conseillers juridiques. S'ils ont choisi les télécoms, qu'ils aillent en profondeur dans la connaissance des télécoms, parce que c'est quand on va en profondeur qu'on trouve les opportunités d'affaires. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous avons reçu sur ce plateau M. Chété Théodore, PDG de Digital Technologies, un homme aguerri d'expérience qui vous a expliqué son parcours et vous avez pu le constater, c'est un très bon modèle pour vous. Un exemple à copier. Nous vous remercions d'avoir été présents avec nos chers téléspectateurs. Comme d'habitude, nous prenons rendez-vous pour un nouveau programme de leadership avec un nouvel invité. Bye bye.